Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop, cet atelier que Bold a décidé de dédier à un sujet assez sensible pour toutes les startups ou les entrepreneurs qui cherchent à un moment ou à un autre à se financer de façon accessible, la question des BSAR. Et avant de donner la parole à Marine et Vincent qui vont animer l'atelier et vont nous accompagner ce matin, je voulais d'abord parler de Bold et du cabinet. Alors Bold aujourd'hui est un cabinet qui a été fondé par 4 avocats associés, Clarisse, Éléonore, Thomas et moi. Nous avons aujourd'hui 30 collaborateurs. Nous sommes un cabinet d'affaires, droit des affaires, full service, c'est-à-dire que nous faisons du 360 degrés pour les entrepreneurs. Nous dédions intégralement notre activité aux entrepreneurs et aux start-upers que nous accompagnons à la fois sur la partie fiscale, jusqu'au social, en passant par le contractuel, la propriété intellectuelle, le private equity, le corporate, le M&A, et en fait ce que font tous les cabinets d'affaires ou les grands cabinets d'affaires, sauf que Bold a beaucoup de spécificités, dont le fait d'être dédié aux entrepreneurs et aux start-upers. Voilà l'introduction que je pouvais faire et j'engage direct la problématique avant de vous laisser la parole sur les BSAR. Juste pour vous parler d'une petite anecdote. En 2013, fin 2013, une petite révolution arrive aux États-Unis. Y Combinator, qui est l'accélérateur phare et le plus connu des US, en fait, accompagnant quasiment les plus belles boîtes, lance une sorte de petite révolution, puisque lance une mécanique qui s'appelle le SAFE, S-A-F-E, qui est en fait une mécanique d'investissement rapide. Et cette mécanique va se généraliser aux US, puisqu'on peut considérer qu'aujourd'hui, à peu près 100% des financements de start-up avant 3 millions de dollars ou peut-être 5 millions de dollars se font sur des mécaniques rapides comme le SAFE. Et le BSAR est issu justement de ce SAFE, puisque le cabinet SB Avocat et The Family se s'étaient associés pour lancer justement cette mécanique que nous avons nous-mêmes reprise et travaillée et tenté de généraliser dans l'écosystème. L'idée était, pour parler de l'anecdote, l'idée était que, pour ceux qui ont fait du private equity, entre 2011 et 2017, on va dire, ou 2016, ils ont été confrontés à une problématique absolument hallucinante, puisque la plupart des startups, lorsqu'elles décidaient de lever ou trouver du financement en amorçage, devaient passer par les fourches codines de quelques groupes de business angels, dont vous avez certainement entendu parler, et ceux qui ont déjà levé des fonds, ou en tout cas en amorçage, les ont affrontés. Je parle des principaux groupes de business angels que nous avions à Paris et dans toute la France, et qui challengeaient toutes les boîtes pendant des mois et des mois et des mois sur leur valorisation pour au final tenter d'entrer au capital et prendre des positions à hauteur totalement démesurées pour les ridicules investissements qu'ils pouvaient faire la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et tout cela au bout d'un process extrêmement long de discussion sur la valorisation qui éreintait les entrepreneurs, qui les démoralisait et qui les défocusait d'une partie fondamentale et de la chose la plus importante, c'est-à-dire s'occuper de leur business et d'aller développer au moment où leur boîte naît et au moment où les enjeux sont extrêmement importants. Le BSAR, comme le SAFE aux États-Unis, va révolutionner en fait le système et va nous permettre de contourner tous ces débats de valorisation qui, comme je vous l'ai dit, étaient, ou sont d'ailleurs encore aujourd'hui, en tous les cas en amorçage, extrêmement compliqués à aborder et extrêmement compliqués à contourner. Voilà le point et je cède donc la parole à Marine et Vincent et, pour vous expliquer la mécanique du BSAR.
Bonjour, merci pour l'impatience et l'enthousiasme. Donc l'idée de notre présentation avec Vincent, c'est de vous dessiner les contours du mécanisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce mécanisme, notamment même physiquement avec de la documentation pour émettre ou souscrire à des BSR. Ça peut être assez technique, ça peut apparaître assez technique et assez complexe de prime abord. L'idée, c'est que en repartant d'ici, vous ayez une idée assez claire du mécanisme et de comment il fonctionne et des avantages qu'il présente. Donc, on va vous présenter ce qu'est le BSR, on va vous présenter les avantages du BSR, à qui il s'adresse, et en dernier lieu, on va traiter un exemple pour essayer de rendre les choses un peu plus concrètes. Le BSR, qu'est-ce que c'est? Le BSR, c'est un outil de financement alternatif. Alternatif à quoi? À une levée de fonds classique. Quand une société cherche à se financer, classiquement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller lever des fonds auprès d'investisseurs professionnels. Une levée de fonds, concrètement et juridiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a un capital social délimité juste avant une levée de fonds, qui est composée d'actions, va aller créer de nouvelles actions. Et elle va les proposer à la vente. Les investisseurs, eux, vont venir acheter ces actions. Et en achetant ces actions, les investisseurs apportent des fonds à la société qu'elle va pouvoir utiliser pour son développement et pour mener à bien ses projets. Pour acheter ces actions, il faut que la société fixe le prix des actions. C'est à ce moment-là que la question de la valorisation dont Serge a parlé intervient. Pour fixer le prix par action que les investisseurs vont devoir payer, de deux choses l'une, soit la société va mettre en valeur toutes les potentialités qu'elle a devant elle, toutes les potentialités dont elle regorge. Elle va faire valoir ce qu'elle compte accomplir dans les mois à venir et va faire valoir une certaine valorisation. Soit, et ce n'est pas totalement exclusif, elle va entamer des négociations avec ses investisseurs et la valorisation va en fait résulter d'une discussion entre l'investisseur et le fondateur sur la base de deux éléments. Pour un montant fixé d'investissement, à combien de pourcentage du capital l'investisseur va avoir droit. Les fondateurs, évidemment, essayent de négocier la valorisation à la hausse, les investisseurs à la baisse. C'est là que toute la problématique des négociations de la valorisation peuvent intervenir. Une fois que la valorisation est fixée, on détermine par conséquent le prix par action que les investisseurs vont payer en achetant leurs actions. La société récupère les fonds et en fait ce qu'elle veut. Ça, c'est la levée de fonds classique. Le BSR, c'est différent. Dans le cadre d'un investissement en BSR, la société ne va pas tout de suite émettre des actions. Elle va émettre des BSR. Chaque investisseur R, on va les appeler comme ça, ne va pas acheter un nombre d'actions au moment de son investissement. L'investisseur R va acheter un BSR. Donc si un investisseur investit 100 000 euros, dans le cas d'une levée de fonds classique, l'investisseur va payer 100 000 euros pour toutes ses actions. Dans le cas d'un investissement R, avec ces 100 000 euros, l'investisseur va payer un BSR. Comme la société n'émet pas d'action tout de suite, la société ne doit pas fixer un prix par action tout de suite. Et la société ne doit donc pas figer une valorisation tout de suite, comme on l'a vu dans le cadre de la levée classique. C'est l'un des intérêts du BSR et on va y revenir tout à l'heure. En revanche, ce BSR permettra à l'investisseur R d'avoir des actions ultérieurement. Ultérieurement, c'est quand? C'est quand intervient un événement qu'on appelle déclencheur. Et l'événement déclencheur classique, ce pourquoi en fait le BSR a été créé, c'est une levée de fonds. Parce qu'en fait, le BSR, c'est un investissement préalable à une future levée de fonds. Donc, en tant qu'investisseur R, je mets mon ticket, par exemple 100 000 euros, j'achète mon BSR. Mon BSR, pour le moment, ne me donne pas droit à des actions, mais quand la levée de fonds de la société va intervenir, dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, à ce moment-là, mon BSR va être converti en actions. La question, c'est combien d'actions? Au moment où j'achète mon BSR et que, en tant qu'investisseur R, je ne sais pas exactement combien d'actions je vais avoir. En revanche, ce qu'on prévoit quand même si on n'arrête pas pour le moment une valorisation, on va prévoir une garantie pour que nos investisseurs R soient un tout petit peu quand même rassurés. On va prévoir une valorisation maximum sur la base de laquelle le BSR sera converti en un nombre d'actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un investissement R donné, au moment où je fais mon investissement R, je connais en tant qu'investisseur le nombre minimum d'actions auxquelles j'aurai droit le jour où la levée de fonds interviendra et que mon BSR sera converti en actions. Cette valorisation maximum,
c'est ce qu'on appelle la valorisation CAP. CAP comme plafond, vous allez en entendre parler pendant toute la présentation, on va revenir dessus. Donc ça, c'est le fonctionnement BSR versus levée de fonds. Et en pratique aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette alternative, elle est réelle, parce qu'on en fait souvent du BSR, on en fait de plus en plus souvent. Donc le marché a validé en fait le BSR. Mais pourquoi est-ce que en fait, le BSR marche aussi bien que ça? C'est parce qu'il présente un certain nombre d'avantages que Vincent va vous expliquer. Effectivement, il présente des avantages tant pour les startups, les entrepreneurs, que pour les investisseurs. Pour les startups, comme Marine l'a fait, je pense que c'est intéressant de mettre en parallèle la levée de fonds classique et la levée de fonds en R. Dans une levée de fonds classique, la base d'une levée de fonds classique, c'est la négo. On va négocier la valorisation de la société, on va négocier le pacte d'associés. Dans une levée BSAR, comme Marine l'a dit, on ne fiche pas de valorisation, donc il n'y a pas de négociation sur la valorisation. Et par définition, un titulaire de BSR n'est pas associé, et donc il ne peut pas être membre et partie à un pacte d'associés, donc il n'y a pas de négociation d'un pacte d'associés. De la même manière, une levée de fonds classique présente des coûts et des délais qui sont assez importants. Des délais, ça fait référence aux négociations dont je viens de parler, et des coûts d'avocat, mais aussi des coûts qui sont incompressibles, qui sont des coûts de formalité, qui sont à payer notamment au greffe, et qui sont de l'ordre de entre 1000 et 1500 euros. De la même manière, la réception des fonds dans une levée de fonds classique. Les fonds sont tous virés sur un compte qui est bloqué, un compte appelé augmentation de capital, et les fonds restent bloqués sur ce compte jusqu'à réception de l'ensemble des fonds et jusqu'à émission du nouveau cabis faisant état de l'augmentation de capital. Le délai qui peut se passer entre le début d'une négociation d'une valo et d'un pacte et la libération finale des fonds du compte augmentation de capital peut être d'un mois, voire un mois et demi, voire parfois 2 mois en fonction des banques qui sont plus ou moins rapides. Les fonds du BSAR sont directement virés sur le compte courant de la société et donc disponibles tout de suite. Mais il y a aussi des grosses différences sur le moment post-levée. Lorsque, dans une levée de fonds classique, un pacte d'associés est négocié, très souvent les investisseurs classiques vont réclamer un reporting régulier, mensuel, trimestriel, semestriel, et vont en plus demander souvent une place dans un board, un comité qu'on appelle comité stratégique ou conseil de surveillance, peu importe, mais histoire d'avoir un droit de regard sur certaines décisions, et parfois plus qu'un droit de regard, un droit de veto sur certaines décisions. Encore une fois, dans la mesure où, dans le process de BSAR, les titulaires de BSR ne sont pas associés, ils n'ont pas accès à l'ensemble de ces droits, et la conséquence, c'est quoi? C'est que la gestion administrative de la société, la gestion quotidienne, le day-to-day business pour la société, reste à la main complète des founders et des mandataires sociaux initiaux. Sur la maîtrise du capital social, de la même manière, dans une levée de fonds classique, on fige une valorisation. Cette valorisation, elle est figée pour le futur et on ne pourra jamais revenir en arrière, sauf à ce qu'une nouvelle levée de fonds se passe et qu'on refige une nouvelle valo qui soit inférieure. Mais à partir du moment où une valorisation de la société est figée, elle est figée pour le futur. Pour le futur, ça veut dire quoi? Elle est figée pour des éventuelles cessions d'actions qui peuvent intervenir. Or, on le sait que dans une start-up à un stade très précoce, en early stage, il est souvent intéressant pour les premiers founders d'aller chercher un troisième associé et de lui céder des actions et d'avoir la possibilité de lui céder des actions à la valeur nominale. Une fois que la valorisation est figée, on ne peut plus le faire pour des raisons fiscales. On sait aussi que les premiers salariés d'une société en early stage sont souvent des salariés qu'on souhaite intéresser, et intéresser de la manière la plus positive et la plus significative. Or, pour intéresser les salariés, c'est les BSPCE. Or, les BSPCE sont attribués gratuitement, mais sont exercés à un prix qui nécessairement est le prix de la dernière valorisation de la société. Une fois que vous avez valorisé votre société dans le cadre d'une levée de fonds, vos premiers salariés, potentiellement, devront exercer en payant 5, 10, 50 euros par action, alors que si vous avez réussi à lever en R, vous n'avez pas figé de valo et vous pouvez intéresser ces salariés à la valeur nominale.
voilà les principaux intérêts pour les startups. Mais le système du BSR présente des grands intérêts pour les investisseurs. Il y a un dénominateur commun dans tous les intérêts que peuvent présenter une levée en R pour les investisseurs. C'est l'idée que l'investisseur R est celui qui paiera le prix par action le plus faible, celui qui rentrera au capital de la société à un prix par action le plus faible. Et pour cela, il y a deux mécanismes qui sont mis en place dans le R. C'est le cap, la valorisation cap, dont Marine a commencé à vous parler, dont je vais continuer à vous parler maintenant et qui est un peu le fil rouge de tout le BSAR. Cette valorisation cap, c'est la valorisation, elle est déjà figée par les associés fondateurs qui mettent en place le système du R. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est la valorisation maximale sur laquelle les investisseurs R convertiront leur action. Votre boîte, elle aura beau surperformer et vous pourrez avoir une valorisation, une très belle valorisation, du double de votre valorisation cap que vous aurez fixée un an auparavant. Les investisseurs R, vous les, entre guillemets, remercierez, vous les incentiverez en leur faisant convertir leur BSAR sur un maximum correspondant à cette valorisation cap. L'autre mécanisme permettant d'assurer à un investisseur, de rentrer à un prix qui est inférieur. C'est un système de décote qui peut être mis en place. Ce système de décote permet en fait à l'investisseur, à un investissement égal par rapport à un investisseur du prochain tour, d'avoir un nombre d'actions majoré d'un certain pourcentage correspondant à ce taux de décote. Taux de décote qui est généralement compris entre 10% et 20%. Et ce qui est intéressant avec ce taux de décote, c'est qu'en fait, il est à la libre. Le président qui fige le taux de décote est totalement libre. Et en fonction du montant qui est investi par un investisseur R, en fonction du moment où l'investisseur R souscrit à son BSAR, il est tout à fait possible de faire varier une décote et de valoriser, en tout cas d'imposer ou de proposer un taux de décote plus intéressant à un investisseur qui va mettre plus d'argent ou à un moment encore plus early stage qu'un autre investisseur R. Donc ça, c'est vraiment c'est la question du pourquoi le BSAR. Pourquoi pour les startups, pour les investisseurs. Mais une fois qu'on a vu tous les intérêts pour les startups, pour les investisseurs, qui sont ces startups et ces investisseurs? Et c'est la question du pour qui, et c'est Marine qui va développer ça. Donc là, après la partie financement, que vous soyez fondateur ou investisseur, vous dites j'ai hyper envie de faire du BSR. Le BSR, en réalité, il s'adresse à peu près toutes les sociétés qui ont besoin de financement. Donc à peu près tout le monde, en réalité. En particulier, le BSR, il s'adresse à des sociétés qui sont soit en early stage, donc à un stade de développement de leur société qui est très très peu avancé, et à un moment où la société n'a pas encore fait de levée de fonds. En fait, le BSR est venu répondre un peu à un besoin de financement qui existait sur le marché, mais pour lequel il n'existait pas vraiment d'offre. C'est-à-dire qu'à un stade aussi peu avancé de la vie de la société, il y avait peu d'investisseurs qui étaient là pour dire « Bonjour, moi ça m'intéresse d'investir dans votre société ». Donc le BSR est venu répondre à ce besoin. Les sociétés peuvent également avoir envie de recourir à un BSR à un stade plus avancé de leur vie, une fois qu'elles ont déjà levé des fonds de manière classique auprès d'investisseurs. C'est le cas d'un bridge. Un bridge, c'est un investissement entre deux gros investissements. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce que après avoir levé des fonds avec des investisseurs classiques, si la société se retrouve dans une phase moins flamboyante de sa vie, qu'elle a pourtant besoin d'aller lever des fonds, elle va peut-être se retrouver dans un rapport de force assez défavorable vis-à-vis des investisseurs et elle va pas pouvoir négocier une bonne valorisation pour aller lever des fonds. Le risque de se lancer dans une levée de fonds sur la base d'une valorisation qui est inférieure à la dernière valorisation, déjà c'est pas souhaitable parce que ça va avoir pour effet de davantage diluer
donc c'est-à-dire de davantage impacter la participation au capital des actionnaires existants. Mais par ailleurs, dans certaines sociétés, il existe des mécanismes qui permettent aux primo-investisseurs, les investisseurs qui sont rentrés dans le cadre du tour précédent, de se reluer, c'est-à-dire d'augmenter leur participation si la valorisation ultérieure de la société se trouve moins importante que celle sur laquelle ils sont rentrés. Autrement dit, ils estiment qu'ils ont payé trop cher leurs actions lorsqu'ils sont rentrés et ils vont avoir le droit d'acheter des actions à la valeur nominale. Et ça, c'est pas très très bon pour nos fondateurs. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, des fondateurs peuvent se dire, ok, j'ai besoin d'argent, mais je vais pas aller lever des fonds auprès d'investisseurs parce qu'en fait, je vais le faire sur une valo qui est pas intéressante pour moi. Et résultat des courses, l'option qui s'ouvre à moi, c'est celle du BSR. Donc voilà les stades auxquels la société peut aller chercher du BSR. Pour les investisseurs, à qui s'adresse le BSR ? En pratique, et ce qu'on constate, c'est que le BSR, il est souvent souscrit par des amis, de la famille, des gens vraiment du premier cercle autour des investisseurs R. Donc en général, c'est quand même des individus, c'est peu souvent des sociétés, même si ça arrive. C'est peu souvent des investisseurs professionnels, même si ça arrive. Et quand c'est des investisseurs professionnels, ce sont davantage des business angels que des fonds d'investissement. Petite exception, ça arrive aussi que des fonds d'investissement investissent en BSAR, mais si vous en cherchez, ne comptez pas là-dessus. Ça arrive lorsque le fonds d'investissement sait que, à brève échéance, il va participer à une vraie levée de fonds dans la société et qu'il va donc participer à l'événement qui va déclencher les BSR qui permettront de convertir son BSR en action. Donc voilà, c'est assez rare, c'est pas impossible, mais c'est pas hyper fréquent. Oui, et les investisseurs R, si vous allez chercher des investisseurs R, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, c'est des gens qui ont un profil vraiment financier. C'est-à-dire qu'ils mettent leur ticket, ils ont leur BSA, et ils savent que jusqu'à la conversion de leur BSR, ils ne seront pas associés. Donc, ils n'auront a priori pas leur mot à dire dans la société. Il faut donc aller chercher des gens qui sont là juste pour mettre de l'argent, avec l'idée qu'ils paieront leurs actions in fine au prix le moins élevé parmi les investisseurs et que c'est ça leur motivation première en réalité. Donc voilà pour ce qui concerne les personnes à qui s'adresse le BSR. Maintenant que vous vous êtes délimité un peu les contours du mécanisme et en quoi il consiste et en quoi il est intéressant et à qui il s'adresse, on va essayer de rendre ça un peu plus concret avec un exemple. Donc on va prendre un exemple d'une société, et en fait de pas n'importe quelle société, de ma société que j'ai créée il y a 10 mois. J'ai créé ma société il y a 10 mois. Je développe une application de dating pour chats. Et j'ai rencontré Vincent il y a quelques mois. Il m'a semblé avoir des compétences complémentaires aux miennes. Donc j'ai décidé de lui faire rejoindre le projet. Mais bon, comme on se connaît quand même pas encore très très bien, je sais pas vraiment ce qu'il vaut dans le travail, je lui ai juste cédé 5% du capital. C'est déjà pas mal, mais bon, il reste assez minoritaire. Mais je ne suis pas totalement fermée à l'idée de lui permettre d'avoir un peu plus. On verra ce qui se passe. À ce stade, on sent qu'on a des besoins en marketing, on a besoin de faire connaître notre produit, donc on envisage de faire un effort en marketing, donc de recruter éventuellement un CMO et de peut-être l'intéresser avec des BSPCE. Et surtout, eh bien, mon pôle emploi est en train de me lâcher, je ne vais donc plus avoir de quoi vivre, j'ai donc besoin d'argent. J'ai besoin d'argent et compte tenu de tous ces éléments, le fait que voilà, mon appli est pas complètement prête, que j'ai pas vraiment, voire pas du tout de clients, je me sens pas très très aguerrie pour aller défendre mon projet auprès d'investisseurs. Je sais que je vais avoir des besoins d'argent pour éventuellement intéresser, pour me payer. Que je vais avoir envie de maintenir un capital à une valorisation nominale, c'est-à-dire de ne pas fixer de valorisation pour pouvoir intéresser au mieux Vincent et notre éventuel CMO. Bref, on a besoin d'argent, de flexibilité, on n'a pas envie d'aller voir des fonds d'investissement, donc qu'est-ce qu'on fait ? Nous cherchons du BSR. Alors,
pour chercher du BSR, là, en tant que fondatrice, je vais aller chercher du BSR et il y a un élément qu'il faut que je détermine et que je vais essayer d'imposer aux gens qui vont venir investir en BSR, c'est la fameuse valorisation cap dont on parle depuis tout à l'heure. Pour fixer cette valorisation cap, il y a 2 méthodes. En fait, soit je me dis qu'après le BSR, je vais aller chercher des fonds auprès d'investisseurs, à échéance 6 mois, 12 mois, 18 mois, et je sais à peu près quelle sera la valorisation de la société à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai un objectif dans la tête, je vois comment marche la société aujourd'hui, je vois quel est son rythme de croissance, de développement. J'anticipe que dans 6 mois, quand je vais aller voir des investisseurs, ma valorisation réelle, elle sera de temps. Bah dans ces cas-là, c'est ça ma valeur cap. C'est bon, j'ai ma valeur cap. Soit je suis dans une situation où les choses sont davantage incertaines, je suis un peu plus dans le brouillard, je ne sais pas trop si je vais aller me frotter à des investisseurs professionnels dans 6-12 mois. En revanche, ce que je sais, c'est qu'à très court terme, j'ai besoin d'argent. Là, je vais aller déterminer ma valorisation cap d'une autre manière. Je vais prendre en compte 2 éléments. Je vais prendre en compte le montant que je cherche en BSR et je vais prendre en compte le pourcentage de détention du capital que ce montant peut représenter une fois converti en action. Autrement dit, je vais avoir en tête la participation maximum que je veux accorder à l'investisseur R. Avec ces données-là, je fais un calcul et j'obtiens ma valorisation cap. Donc là, c'est bon, j'ai ma valorisation cap, j'ai mon montant, voilà, je cherche 300 000 en BSR. Et moi, je pense que dans 12 mois, quand on va faire notre levée de fonds avec Vincent, ah oui, et Vincent est chargé d'aller lever des fonds. Hein. Quand dans 12 mois, Vincent aura trouvé nos investisseurs, on pense que notre valorisation sera de l'ordre de 2,7 millions. Voilà. Et sur ce, Vincent par chercher les investisseurs. Voilà. Et donc, effectivement, pendant une petite période de temps, je passe d'un resto à un bar et voilà, et j'arrive à récolter, in fine, 300 000 euros. Et on s'était mis d'accord avec Marine en disant, bon, peu importe l'investissement, peu importe le moment où on trouve les investisseurs R, on va imposer un taux de décote de 15%. Et donc, 6 mois plus tard, on se retrouve avec 300 000 euros injectés directement sur le compte courant de la société, avec 15% de décote pour l'ensemble des investisseurs R. Grâce à ces 300 000 euros, tout ce que Marine souhaitait faire, on peut le faire. Moi, je récupère un peu d'actions à la valeur nominale parce que j'ai bien fait mon boulot d'aller chercher des investisseurs. On arrive à recruter un CMO qu'on peut intéresser à la valeur nominale, et Marine arrive à se payer un petit peu. Donc, tout est parfait. Et maintenant, l'étape d'après, c'est l'événement déclencheur. Qu'est-ce qui va transformer ces 300 000 euros de R en actions? Et là, en fait, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est au bout de 12 mois, la société en fait a surperformé. Et dans nos négociations avec les investisseurs, on se rend compte qu'on arrive à lever sur une valorisation de 3,8 millions d'euros. Alors que je vous rappelle, la valorisation cap qui avait été fixée par Marine était de 2,7. Mais le CMO qu'on a recruté, mon investissement en ayant récupéré des actions, tout ça a fait qu'on a surperformé et qu'on arrive à lever des fonds sur une valorisation de 3,8 millions. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Vous vous souvenez, le cap, on vous en a parlé depuis le début. On vous l'a présenté comme une sécurité pour l'investisseur, R. Une sécurité, c'est-à-dire un nombre que... On vous a dit que le cap, c'est la valorisation maximum sur laquelle l'investisseur R allait rentrer, quelle que soit la valorisation qui allait être réellement retenue, et notamment quand la valorisation est largement supérieure à la valorisation cap qui est fixée. Du coup, nos investisseurs R, avec leurs 300 000 investis, ils ne vont pas convertir sur 3,8 millions d'euros, ce qui leur aurait permis d'avoir un nombre d'actions égal à 789, ce que vous voyez en bas à droite, mais bien à 1111 actions. Et on se rend compte, en termes de détention capitalistique, qu'à investissement égal, l'investisseur R détient 9,1% du capital de la société, pour 300 000 euros,
Là où, pour 300 000 euros, l'investisseur qui est rentré sur une valorisation de 3,8 millions d'euros ne détient que 7,3%. Et donc, dans cet exemple, on retrouve tout ce qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que l'investisseur R, grâce au cap, dans cet exemple-là, et on verra dans l'exemple d'après grâce à la décote, l'investisseur R est celui qui rentre à des conditions financières les plus intéressantes. Son prix par action, si on veut raisonner en termes financiers, le prix par action que l'investisseur R a payé pour 300 000 euros est de 270,13 euros, là où sur 3,8 millions d'euros, quelqu'un qui aurait la valeur par action serait de 380 euros. Ça, c'est le premier exemple. La start-up vraiment surperforme. Mais il y a un autre exemple, un autre scénario. Le scénario où en fait la start-up n'a pas fait aussi bien qu'espéré. En tout cas, elle n'a pas réussi à aller jusqu'à 3,8 et la valorisation qui est retenue au moment du tour n'est entre guillemets que de 2,4, soit une valorisation inférieure à la valorisation cap. Et je vais laisser Marine vous décrire cet exemple. Oui, quand Vincent dit que la start-up n'a pas assez bien performé, en réalité, c'est principalement Vincent qui n'a pas assez bien performé. Malgré les actions que j'ai accepté de lui céder, il n'a pas été à la hauteur. Résultat des courses, je ne suis pas en position de force avec mes investisseurs quand je négocie ma valo et je suis contrainte de lever des fonds sur une valo de 2,4 millions alors que moi je pensais qu'on serait à 2,7 millions. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Notre valo cap, elle est bien au-dessus de notre valo réelle. Donc, exit le cap, il est hors jeu dans ce cas-là, c'est pas sur le cap qu'on va convertir. En revanche, on va donc convertir sur la valorisation réelle, mais pas tout à fait, puisque là, c'est la décote qui a été accordée aux investisseurs R quand ils ont souscrit à leur BSR qui va s'appliquer. Donc là où dans l'exemple de Vincent, c'était le cap qui était un avantage pour l'investisseur R, dans notre cas, quand la start-up déçoit un peu, c'est la décote qu'on applique à la valorisation réelle qui va être un avantage pour l'investisseur R puisque ça lui permet de souscrire à un nombre d'actions plus important par rapport à ce qu'il aurait eu s'il avait investi un montant équivalent mais dans le cadre de la levée. Puisque dans ce cas-là, comme vous le voyez sur le tableau, l'investisseur R, en ayant investi 300 000 euros, il va souscrire à 1471 actions, là où l'investisseur investissant dans le cadre de la levée classique et qui aurait investi 300 000 euros, pourrait acheter 1250 actions. De même, en termes de participation, comme vous le voyez sur la colonne de gauche, l'investisseur R a un investissement équivalent par rapport à l'investisseur de la levée, obtient une détention capitalistique un peu plus importante. Donc, comme vous le voyez, dans ces deux cas, c'est intéressant pour l'investisseur R, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en fait, ces schémas, ils sont intéressants aussi pour la société, parce que dans les deux cas, il y a à la fois un investisseur R qui est venu investir à un stade peu avancé de la société, et à la fois un investisseur classique qui vient investir à un stade ultérieur de la société. Donc là, on a eu deux investissements à 300 000. Et dans l'hypothèse où l'investisseur R n'avait pas existé, déjà peut-être qu'on n'aurait eu que 300 000, voire peut-être qu'on n'aurait eu rien du tout, parce qu'en fait, l'investisseur R a permis de mettre des fonds à disposition de la société qui lui a quand même permis d'avancer un petit peu dans ses projets et de faire valoir une valorisation auprès d'investisseurs professionnels qui ont alors accepté d'investir. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, voilà, c'est que le BSR, c'est aussi et avant tout un avantage pour la société. Donc, voilà, nous, on vous a présenté le BSR. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais si c'est le cas, vous pouvez évidemment nous en poser. Ah oui, je dois passer la parole à Serge d'abord. Non, juste avant les questions, Marine, juste avant les questions, vous dire deux choses. Parce qu'en plus, il y avait la plante devant l'écran. On peut vous envoyer le PowerPoint. Il suffit de nous envoyer un mail à hello@wearebold.co. Je crois que vous avez l'adresse. Et on peut aussi vous envoyer une note explicative. Et donc quelque chose de plus détaillé, si vous le souhaitez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je vais insister sur un autre élément avantageux pour les entrepreneurs s'agissant du BSAR, c'est la question du temps et la gestion du temps. Quand vous levez des fonds et que vous décidez de faire une augmentation de capital, vous devez réunir vos investisseurs
au même moment. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. D'abord parce que les uns les autres vont commencer à négocier, vont avoir des exigences qui ne sont pas les mêmes. C'est un process qui peut être extrêmement long. Alors que l'avantage du R, l'outre avantage du R, c'est quand même de venir te rencontrer, te convaincre, prendre le chèque, l'encaisser sur le compte, commencer à payer Marine dans sa start-up, donc on peut mettre en place la rémunération, puis te rencontrer 15 jours plus tard, prendre ton chèque, l'encaisser, l'utiliser, puis 10 jours plus tard, rencontrer une autre personne, et ce process peut durer pendant des mois. Et donc on n'est pas bloqué, on n'est pas enfermé dans une problématique de temps. Et pour l'entrepreneur, c'est vraiment la latitude et l'avantage exceptionnel de pouvoir récupérer de l'argent sur le temps sans être figé et obligé de closer à un moment donné. Il ne faut pas se leurrer non plus. Le BSAR a des avantages, a des points qui ne sont pas les plus intéressants pour les startups. Et il y en a un, même si quelques-uns existent sur les problématiques de défiscalisation, sur les problématiques de PEA qui font que les investisseurs ne peuvent pas passer ou transiter par des instruments qui sont des instruments de défiscalisation pour souscrire à des options, ce qui est un petit peu problématique dans le BSAR. Il y a un autre élément quand même qu'il faut relever, c'est que c'est aussi de la documentation. C'est-à-dire que ne vous l'aurez pas. Ne croyez pas que, comme aux US, on rencontre quelqu'un sur un bout de table qui marque sur un morceau de papier je te donne voilà 200 000 $, un taux de décote de 15%, une valorisation cap de temps. Et c'est parti, parce qu'on le voit comme ça, souvent aux États-Unis. En France, on a quand même le formalisme très classique du droit des sociétés. Et donc, il va falloir émettre les BSAR, faire une assemblée générale, et il y a la documentation à régulariser. Cette documentation fait que, souvent, l'avocat est quasi incontournable, y compris pour le BSAR. Reste que c'est une mécanique simple, fluide, facile à mettre en œuvre, et qui fait que même le rôle de l'avocat va se limiter à un temps donné. D'où l'avantage également, quand même, que cela représente par rapport à une augmentation de capital plus traditionnelle qui requiert à la fois de faire intervenir souvent un expert comptable et les avocats. Je vous redonne le micro et je vous donne la parole. Bonjour Eric, merci beaucoup de votre présentation. Vous avez oublié le troisième cas de figure. La start-up, ça se passe tellement mal qu'en l'espace de 2 ans, ils ne parviennent pas à augmenter leur capital, de trouver de nouveaux investisseurs. Quid? Alors effectivement, c'est parce qu'on sait que dans la salle, c'est le cas de personne en fait. Et ce sera le cas de personne, donc on voulait pas, on voulait pas être de mauvais augure. Mais effectivement, C'est une façon fondamentalement de sécuriser l'investisseur, c'est ça aussi. Ouais. De toute façon, dans le cadre d'un investissement en R, comme ça, l'investisseur R aura des actions. Mais s'il le souhaite, voilà. S'il souhaite convertir. Qui est un événement déclencheur levée de fonds comme c'était le cas dans nos exemples. Mais effectivement, dans la documentation dont parlait Serge, on va fixer un délai. Mais ça devient un peu technique, mais c'est pour répondre à votre question et elle est légitime. On va fixer un délai dans lequel doit intervenir cet événement déclencheur. Si dans ce délai, l'événement déclencheur n'intervient pas, alors l'investisseur R pourra convertir, et je dis bien pourra, sur la base d'une formule mathématique qui sera sur la base d'une valorisation. Après, ça dépend. En général, c'est la valorisation cap à laquelle on applique la décote. Voilà. À laquelle on applique la décote. Alors, non, mais il y a autre chose aussi, excusez-moi, il y a autre chose aussi. On peut imaginer le cas où la société se plante complètement. Voilà, c'est qui est quand même tu prévois le cas où la société se plante complètement et il va falloir protéger l'investisseur. L'investisseur nous a quand même mis un chèque de 100 000 € par exemple et on doit tenter de le protéger. Comment on va le protéger ? Eh bien, là où le safe ne protège absolument pas l'investisseur et l'investissement est perdu, en droit français, dans la mesure où on a certaines obligations, on prévoit un floor. Rappelez-vous, on vous a fait la présentation, il y a un cap et un floor. Le floor, c'est le montant, la valorisation la plus faible sur la base de laquelle la conversion va se faire.
Et on peut imaginer que dans l'hypothèse où il y a une liquidation de la société, eh bien, avant la mise en liquidation, on convertisse au floor, de sorte que l'investisseur récupère le plus d'actions possible et que s'il y a des actifs de la société à revendre pour pouvoir désintéresser les uns les autres, eh bien que l'investisseur tente de récupérer une partie de la mise qu'il a investie au départ. Donc en cas de détresse et vraiment de cas de péril, la conversion se fait au floor. Et sinon, comme l'a expliqué Vincent, eh bien la conversion et Marine, pardon, la conversion va se faire si elle n'est pas dans les délais ou dans le temps qu'on avait prévu. S'il n'y a pas d'événement déclencheur, elle se fera au cap avec la décote. Enfin, c'est comme ça qu'on le prévoit le plus souvent. Je trouve que c'est plus facile de convaincre un investisseur en lui montrant un cap, un floor immédiatement. Oui, bien sûr. Ce qui est prévu dans la documentation. Rémi, j'ai une question très opérationnelle pour vous. Généralement, pour une augmentation de capital traditionnel, les fonds doivent être déposés sur un compte séparé ou un compte spécial dans une banque traditionnelle, entre guillemets. Si on réalise un bon de souscription d'actions R, est-ce que l'argent peut être déposé directement sur un compte courant d'une néobanque de type Conto, par exemple ? Alors, je n'ai pas la réponse précise, mais je pense que oui, sauf à ce que cette banque-là ait des règles particulières, mais dans la mesure où on peut créer une société dans cette banque-là, pour le coup, on peut constituer une société et déposer des fonds pour composer le capital social initial. Je ne vois pas à quel titre on refuserait à un investisseur de mettre de l'argent sur le compte courant de la société, quand bien même cette société aurait un compte ouvert dans une néobanque. En fait, Je vais répéter. Ouais. En fait, pour vous dire, a priori, une néobanque n'est pas un établissement bancaire traditionnel. Et pour faire un dépôt de capital, on doit passer par un notaire qui met de l'argent sous ses caisses. Oui, mais et ensuite, il y a un certificat de dépôt. Et donc, du coup, est-ce que, on considère ça comme une augmentation de capital traditionnelle ou c'est déposé dans un compte courant? Non, la question était, le Quanto en fait n'est pas une banque traditionnelle et pour pouvoir déposer le capital de la société au moment de la constitution sur Quanto ou au travers de Quanto, il faut passer par un notaire et une attestation du notaire. C'est vrai pour la constitution de la société. Reste que c'est un compte bancaire. Étant un compte bancaire, c'est le compte courant de la boîte et donc je peux mettre tous les revenus et tout ce que je récolte au titre du BSR sur mon compte Quanto et l'utiliser comme un compte courant, c'est-à-dire le compte d'usage de la société. Et donc ma société vit avec ce compte. Donc pour ma part, il n'y a aucune difficulté. Je comprends l'attestation du notaire au moment de la constitution. Ou l'augmentation de capital. Mais comme on n'est pas en augmentation de capital, on est en pré-augmentation de capital, il n'y a pas de difficulté. Autre question ? Dans le cas on va répéter la question. d'un passif, on a déjà fait une première levée. Comment on peut appliquer les BSAR pour une deuxième petite levée si on ne veut pas attendre, si on veut faire un bridge? Vous avez parlé, l'exemple que vous avez donné, c'est sans passif. Donc vous êtes tout jeune, vous commencez tous les deux et tout va bien. Dans le cas où il y a déjà eu une valorisation qui a été posée, comment le mécanisme se place, comment les investisseurs précédents réagissent? Alors ça c'est plus... Alors déjà, admettons qu'une levée est déjà, soit déjà intervenue. Vous cherchez de l'argent, vous allez chercher des BSR. À ce moment-là, la valorisation... En fait, les investisseurs précédents pourraient ticker, entre guillemets, si la valorisation cap que vous allez fixer est beaucoup plus intéressante pour les investisseurs R que la valorisation sur laquelle les premiers investisseurs sont rentrés. Ça, c'est sûr. Après, si de toute façon, vous avez la majorité, vous avez encore la majorité du capital avec vos fondateurs et que vous pouvez donc décider d'émettre des BSAR, au-delà des heurts qui pourraient exister entre vous et vos associés, les premiers investisseurs, a priori, ils ne devraient pas pouvoir vous bloquer, sauf si vous avez un comité, que ces premiers investisseurs sont membres de ce comité, qu'ils ont un droit de veto sur certaines décisions et notamment sur l'émission de valeurs mobilières telles que des BSAR. Là, il va peut-être falloir faire un effort de conviction. Après,
c'est de la négo, et l'axe à prendre, c'est évidemment de dire que lever auprès d'investisseurs R est vital pour la société, et c'est in fine dans l'intérêt des investisseurs. D'accord, donc c'est le même mécanisme, sauf que la valo cap, eh ben, elle est au-dessus de la précédente valo. Mais pas obligatoirement. La valo cap sera la valo cap qui sera discutée et qu'on décidera de fixer. Juste pour préciser ce que Marine dit, d'abord il y a un principe, c'est que on fait du BSAR pour du bridge. Donc des bridges, c'est-à-dire d'une passerelle pour passer d'une première valorisation à une deuxième valorisation, à une levée de fonds. J'ai besoin de gagner un peu de temps, j'ai besoin d'avoir un peu d'argent, je peux faire tout à fait du BSAR. Des nouveaux investisseurs peuvent rentrer, mais également les investisseurs présents peuvent rentrer. Si la valorisation cap que nous fixons est plus intéressante même que la précédente valorisation que nous avions, mais rien n'empêche les investisseurs en place de venir participer à la levée R. Donc le fait est que, effectivement, comme le dit Marine, c'est de la négociation. Parfois, la valorisation cap, souvent on le voit d'ailleurs, la valorisation cap est à peu près au même niveau ou un tout petit peu au-dessus que la première valorisation, mais on pourrait tout à fait imaginer que la première valorisation a été extrêmement forte et qu'on fasse une valorisation inférieure. Je ne viens pas rompre des droits et abuser qui que ce soit. Je donne la possibilité à n'importe qui déjà présent dans le capital de mettre un petit ticket pour bénéficier de l'avantage que serait le bridge et le R que j'organise. Donc il n'y a pas de règle particulière, c'est vraiment de la négo. C'est vrai que souvent, les bridges se font sur les mêmes valorisations que les précédentes. En l'occurrence, comme on est sur du R, on fixe quand même, puisqu'on prend un certain délai, on se projette à 12 mois souvent, et donc on essaie de remonter la valorisation. Parfois, les investisseurs R eux-mêmes, présents dans la boîte, ne veulent pas une valorisation trop élevée et vont nous imposer de maintenir la valorisation ou de faire encore un effort supplémentaire. Ça arrive, mais c'est de la négo. Tout se fait au niveau d'un bridge. D'accord. Et donc, est-ce que effectivement, il y a le pacte d'associés, enfin, il y a tous ces documents, ça ne les remet pas en cause ou ça peut permettre de les balayer? Ça ne remet pas en cause, le R ne remet pas en cause les documents existants, puisque les gens, ce n'est pas une augmentation de capital en tant que telle. Si vous voulez, je vais caricaturer, et je sais que les banques ne vont pas du tout aimer, parce que le débat était celui-ci quand le R est né, c'est-à-dire, ne serait-il pas plus simple de permettre aux individus, aux uns et aux autres, de nous faire des prêts dans les startups, tout simplement. Les banques sont montées au créneau, on a envisagé la question, les banques sont montées au créneau en expliquant que c'était une violation du monopole bancaire, c'était monstrueux, il n'y a que les banques qui peuvent accorder des prêts, étant précisé que les banques ne nous accordent jamais de prêts à nous, les entrepreneurs et les start-upers, donc c'était vraiment la meilleure de l'année, mais il n'en reste pas moins que c'eût été beaucoup plus simple effectivement de nous permettre de faire des prêts. Malheureusement, ça n'est pas le cas, et donc c'est une sorte de prêt, si l'on veut, le R, sans être véritablement un prêt. Pardon. Hop, devant, je peux donner le micro. Écoutez, je trouve très intéressant ce sujet, dans le sens où start-up, n'ayant pas de fonds, n'arrivant pas à lever de fonds, je peux passer par un BSA R de façon facile. Non pas pour me payer, mais pour prouver que je peux avoir des fonds par le financement de moules. Car il faut prouver qu'un sujet industriel, une pièce mécanique, est bonne aux investisseurs pour qu'ils investissent. Or, vous ne le pouvez pas, vous ne pouvez pas fabriquer les moules. Alors qu'avec le BSA R, je vais pouvoir fabriquer les moules et lancer mes produits et dire que je les ai on the shelf, et à ce moment-là, ils viendront manger dans la main. Je confirme que pour financer les protos, que ce soit d'ailleurs... Non, mais que ce soit des prototypes, que ce soit en dur ou moins en dur, ou carrément faire la preuve de concept et développer et financer le développement d'une pièce, effectivement, le R est un moyen qui est un moyen idéal. Allez-y. Comme on n'a pas de flexibilité finalement pour négocier un cap, une décote avec tel investisseur ou tel autre investisseur, est-ce que ça ne complexifie pas la lecture de la cap table quand on va voir un fonds d'investissement pour une grosse levée? On se retrouve avec
personne A, B, C avec condition X, Y, Z. Est-ce que ça, par votre retour d'expérience? Alors, pas vraiment, parce qu'en réalité, il est rare de faire plusieurs plans de BSR avant de faire une première levée de fonds. Donc en général, il y a eu un plan de BSR avec une seule valorisation cap. Ce qui peut éventuellement différer, c'est les taux de décote qu'on accorde aux différents investisseurs R. Mais concrètement, pour le refléter dans la table de capitalisation juste avant une levée de fonds, c'est pas très complexe. Enfin, on fait apparaître des lignes sur la table de capitalisation comme si les investisseurs R avaient été des investisseurs initiaux. En fait, c'est juste un peu mathématique. C'est qu'il faut rentrer dans les lignes des formules de calcul qui reflètent le bon calcul pour obtenir le nombre d'actions que les investisseurs vont obtenir. Mais honnêtement, par expérience, c'est pas particulièrement un souci. D'où le rôle de l'avocat, la table de capitalisation, et voilà. Effectivement, on doit passer à un moment, c'est pas idiot de passer par un avocat pour avoir une vraie table de capitalisation. Pour juste complète pour ce que disait Marine, la seule question qui va se poser très souvent, c'est de savoir si on va prendre les actions en exercice du BSAR dans le calcul du nombre d'actions, du prix par action, de la levée. Quand vous allez rentrer dans un process de levée de fonds, comme on vous l'a dit, on rentre sur une question qui est de la valorisation, mais la valorisation de la société, in fine, c'est le prix par action. Et plus vous avez un nombre d'actions qui est conséquent, plus le prix par action est faible. Et donc si vous prenez en compte le nombre d'actions qui seront émises au titre du BSAR ou des BSAR, forcément le prix par action va baisser. Mais voilà, c'était juste pour compléter un peu ce que disait Marine. C'est clair C'est juste, du coup, juste légalement parlant, du coup, comme j'ai négocié avec ABC, est-ce que j'ai du coup j'imagine une obligation du coup de communiquer les différents bons souscrits aux uns et aux autres? Alors, pas particulièrement. On met en place un plan de BSR. Par exemple, moi, je cherchais 300 000. Je crée des BSR pour 300 000. Et en fait, les premiers investisseurs que je trouve, il y en a un qui veut mettre 50 000, un autre qui veut mettre 100 000. Donc, j'attribue 2 BSAR pour un montant global de 150 000. Il me reste 150 000 à attribuer. Quand je vais attribuer à ces 2 premières personnes, je vais leur adresser des documents. Mais sur ces documents, ils ne vont pas forcément voir que... ils connaissent l'enveloppe globale qui a été attribuée, mais ils ne connaissent pas forcément l'identité de la personne. Après, je pense que... Sauf à ce que ce soit gênant, je ne pense pas que, en termes de communication, vous soyez interdit de communiquer ça à vos investisseurs R. Vous avez leur droit de leur dire bon bah voilà, j'ai eu des investisseurs, des investissements d'autres personnes, c'est telle et telle personne, ils ont mis tant et tant. En revanche, par contre, à partir du moment où vous avez des investisseurs R qui vous ont donné de l'argent, qui ont signé leur contrat, etc., vous avez quand même un peu, vous devez quand même les prévenir si vous mettez en place un nouveau plan de BSR, par exemple. Vous êtes censé quand même un minimum, à minima, les informer de ça. Pour les investisseurs financiers qui utilisent le BSAR, quelles sont les moyennes usuelles du taux de décote, des valocap que vous voyez passer? Pour les fonds qui investissent en R juste avant une levée de fonds, souvent, il n'y a pas de taux de décote. Ouais. Parce que, souvent, c'est un mécanisme simplement administratif. En fait, quand les fonds investissent en R, nous, les exemples qu'on a, c'est souvent un mécanisme interne administratif qui, en fait, permet aux fonds d'investir plus que ce qu'ils peuvent investir en dur tout de suite. Donc, ils ne peuvent pas mettre plus de 800 000. Ils vont mettre 600 000 en BSAR et ensuite 400 000 dans la levée de fonds. Et ça se fait, mais quelques semaines avant la levée. Le cap, comme disait Marine tout à l'heure, c'est en fait la valo qui sera retenue lors du tour, 3 semaines après. Et la décote, il n'y a pas de décote parce qu'en fait, c'est simplement un moyen de leur permettre de mettre plus et pas du tout là où la décote, normalement, permet de remercier un investisseur qui a mis beaucoup et très tôt. Donc, il n'y a très souvent pas de taux de décote et la valo cap correspond à celle du tour. Et là, pour le coup, c'est peut-être pas très judicieux d'accorder un taux de décote, et dans les négos, il faut peut-être tenir ses positions parce que c'est pas forcément justifié, quoi. Et donc si un taux de décote est accordé à ce moment-là, c'est un assez gros avantage qui est consenti à l'investisseur en termes de participation et qui n'a pas forcément lieu d'être. Parce qu'en fait, c'est une opération globale qui est juste scindée en deux, mais c'est un peu artificiel, quoi. Alors, Marine et Vincent prennent un cas qui est un peu simple.
ou qui est le plus favorable pour la boîte, c'est-à-dire je vais faire ma levée de fonds, j'ai besoin juste d'un petit bridge et je vais demander à un VC ou un fonds qu'il accepte de mettre de l'argent par anticipation, il va le faire par sous forme de BSAR. Mais on a quand même d'autres cas qui sont des investisseurs en place qui accordent un bridge sur un temps beaucoup plus long. Et on avait ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que encore une fois, les bridges, y compris à 12 mois et parfois certains fonds d'investissement sont concernés, viennent y participer. Dans le cadre d'un BSAR, avant, il le faisait dans le cadre d'apport en compte courant, et donc il se faisait rémunérer, il y avait un taux d'intérêt, globalement ça va représenter le taux de décote, le taux d'intérêt qu'il négociait, donc on était sur des bases de 10, 15 dans ces eaux-là, que si c'était pas par apport en compte courant, c'était par obligation convertible, avec la lourdeur des obligations convertibles, et pareil, il y avait une rémunération qui était faite et un taux de décote qui gravitait autour de ce que je viens de vous indiquer. Donc on peut aussi imaginer que le BSAR serve à un fonds ou un investisseur en place, et 12 mois avant la levée de référence, viennent mettre un ticket ou rajouter un ticket avec un taux de décote moyen qui va être celui-ci, celui que je vous ai indiqué, vers 15%. Sur la valorisation, malheureusement, c'est compliqué de vous donner une indication. Tout dépend de la boîte, tout dépend du moment, tout dépend de vos interlocuteurs, tout dépend de votre force vis-à-vis de ces interlocuteurs. Tout dépend également on l'a vu, de votre capacité à réunir, quand Marine annonce qu'elle veut réunir 300 000 euros et elle les réunit assez rapidement, ben ça renforce quand même votre crédibilité aux yeux de vos interlocuteurs, et en général vous êtes plus fort pour négocier à ce moment-là. Si c'est plus long, plus rugueux et plus dru, vous êtes moins fort. Et si vous êtes moins fort, en général les autres vous imposent plus facilement les choses. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais concrètement, ça s'inscrit où dans les comptes de la société? C'est pas du compte courant que vous mettez? Non. Alors aujourd'hui, la plupart du temps, c'est enregistré en quasi fonds propres. Et en réalité, il y a différentes. En fait, ce sur quoi on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que le BSR, c'est un outil qui a été créé par la pratique. Donc il n'est pas entièrement régulé, on va dire, et notamment sur la question de la comptabilisation, comment est-ce qu'on comptabilise un BSR. Les experts comptables auxquels on a affaire parfois le font de manière différente, mais en général, c'est quand même comptabilisé en quasi-fonds propres. Voilà. Mais c'est pas comptabilisé en avance en compte courant. Et la BPI le prend en quasi-fonds propres, c'est-à-dire que c'est pas l'endettement non plus. Et donc peut nous accorder des prêts ou autres en intégrant dans le calcul de nos capitaux propres, nos quasi-fonds propres issus des BSAR. Allez-y. Non, moi j'ai juste, vous évoquiez tout à l'heure en BSAR, je vais avoir un premier investisseur, je top, et puis un deuxième. Imaginons, donc j'avais prévu de lever, je cherche 3 millions. Et entre le début et la fin du process, je viens de signer un contrat mon chiffre d'affaires est de 1 million et je signe un contrat de 400 000. Voilà, je signe un gros compte. Ça, c'est un élément non prévisible qui peut, pour le coup, justifier au moins de donner un petit boost à la valo. Est-ce qu'entre le premier investisseur BSAR et le deuxième, je peux revaloriser mon cap? Dans ces cas-là, il faut mettre en place un nouveau plan de BSR. Parce qu'en fait, pour être un tout petit peu technique, quand on met en place un plan de BSR, les associés vont en fait vont décider collectivement d'émettre des BSR avec certaines caractéristiques, notamment la valorisation cap. Et on va dire, voilà, on émet des BSR pour un montant maximum de 300 000 avec tel valo cap. Ensuite, c'est le président de la société qui va aller faire le tour des popotes, récupérer des investissements. Et là, le pouvoir qu'aura le président, par contre, ça va être de dire, OK, toi, tu m'as répondu tout de suite. Je viens de commencer à aller voir des investisseurs. C'est hyper tôt. Cette marque de confiance me booste. Donc, je t'offre, par contre, une décote de 20%. 3 semaines plus tard, deuxième investisseur. Là, le président, il va pouvoir dire OK, moi, je vais te donner une décote que de 15% parce que ça fait déjà 3 semaines que je rame. Tout ça pour dire qu'en fait, la valorisation cap, elle est déterminée au moment où les associés émettent le plan
Et c'est seulement la décote qui peut varier en fonction des investisseurs. Donc, si votre cas arrive, la réalité, ce qu'il faut faire, si c'est intéressant, bah, c'est en fait de mettre en place un nouveau plan de... Ouais, exactement. Non, ça ne va pas remplacer le premier, ça va se cumuler le premier. casse Parce que le- moi, j'ai enfin, souscrit avec une valorisation, un cap qui était de 2 millions. Et aujourd'hui, on fixe un cap de 2,5 millions. C'est pas mon problème, moi, qui suis le premier investisseur. Mais ce que Marine vous explique, c'est que c'est un deuxième plan. Et donc, il faut passer en assemblée générale extraordinaire et que les associés donnent délégation et donnent pouvoir au président d'aller monter ce deuxième plan. Si on est investisseur BSAR, est-ce qu'on est forcé de demander nos actions s'il y a l'événement déclencheur ou est-ce qu'on peut attendre? Vous pouvez attendre. Vous avez le choix de transformer. Vous avez le choix de transformer votre BSAR en action. Mais souvent, dans la documentation, on limite ce droit dans le temps. Et je crois que c'est de l'ordre de 4 ans. Donc c'est dans 4 ans, enfin dans un délai de 4 ans, traditionnellement, il faut que le BSAR soit exercé ou non. D'accord. Pourquoi est-ce que la BPI ne pourrait pas mettre de l'argent en BSAR? Pourquoi? Elle ferait son métier. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle attend que l'environnement se prononce, que les angels se lèvent, mais ils dorment, etc. Et tout ça, ça retarde. Si elle mettait de l'argent qui serait en fait de l'argent dans le compte courant, eh bien, elle pérenniserait le sujet. Alors, moi, je comprends très bien ce que vous me dites. D'abord, on n'est pas la BPI, voilà. Non, bien sûr. Ce qu'on voit déjà, c'est les fonds d'investissement qui commencent où certains fonds acceptent de travailler en BSAR, validant d'ailleurs le process BSAR et nous aidant à le généraliser dans l'écosystème. La BPI, en fait, il y a deux axes. La BPI a un axe de soutien aux entrepreneurs et un axe de prise de participation dans les projets. Je vais être très franc, la partie equity, BPI Equity, pourrait souscrire comme n'importe quel autre investisseur, de mon point de vue, en BSR. Maintenant, le pourquoi, je n'ai aucune réponse à vous apporter. Vous pouvez aller voir le directeur général, qui sera ouvert, parce que c'est un homme intelligent. Mais j'entends tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, ouais, je voulais savoir, à part le point de vue comptable, c'est quoi la différence avec une émission d'obligation convertible, par exemple? Alors, la différence, c'est par exemple une émission d'obligation convertible quand la société a moins de 2 ans, et ce qui est quand même souvent le cas quand on investit en R, en fait. Il y a un formalisme qui est beaucoup plus lourd que pour du BSAR parce qu'il faut faire intervenir un commissaire. Donc ça rallonge les délais. Là où ce qu'on vous disait tout à l'heure, les délais sont beaucoup plus longs dans une augmentation de capital. C'est beaucoup plus long aussi dans le cadre d'émissions d'obligations convertibles. Par ailleurs, les obligations convertibles, ça pour le coup on le sait, c'est comptabilisé comme de la dette et certains entrepreneurs n'ont pas envie d'avoir des dettes aussi importantes que ça. Donc voilà, c'est ça principalement les grosses différences. C'est même les 2 points fondamentaux, c'est-à-dire l'OCC de la dette et il faut faire intervenir un commissaire à la valorisation qui va nous coûter une fortune, qui potentiellement va relever que nous avons comptablement nous n'avons aucune valeur dans la start-up. C'est vraiment super compliqué, quoi. Et parce que c'est lourd et compliqué, parce que c'est contre-productif d'avoir de la dette quand on a la BPI qui peut potentiellement nous soutenir, mieux vaut avoir des quasi-fonds propres comme les BSAR plutôt que de la dette en OC. Parce que très concrètement, je ne sais plus si on a parlé de chiffres tout à l'heure, mais du BSAR, à partir du moment où vous avez votre valocap en tête et que vous connaissez, enfin voilà, vous avez figé les paramètres et que vous venez voir un avocat parce que vous avez besoin qu'il vous sorte la documentation, à partir du moment où vous avez la documentation, vous pouvez avoir si vous avez vos investisseurs R là qui attendent juste de signer, vous pouvez avoir l'argent sur le compte de la société en l'espace de 5 jours. Des obligations convertibles, ce sera X semaines. Donc c'est pas le même usage, quoi. Oui. Quels droits sont donnés aux investisseurs dans la détermination de la valorisation après coup? C'est-à-dire qu'ils donnent 300 000 euros et on attend un petit peu et 1 an après on lève 1 million d'euros. Ils ont mis 300 000 euros, enfin, en tout cas en bon souscription d'action. Est-ce qu'on leur donne un droit
dans la détermination du prix de la valorisation. C'est-à-dire si c'est 1,5 million ou 1 million, il y a... Au moment où ils convertissent, en fait, ils ont plus de droits. Tout est prévu, tout est figé. Enfin, on applique des formules, en fait. Donc, à moins qu'ils aient un impact sur les fondateurs dans la négociation de la valo avec les investisseurs, ouais, mais ça, c'est de l'ordre de des rapports de force au sein de la société. Mais sinon, à aucun moment, en fait, ils peuvent intervenir. Juridiquement, ils n'ont aucun pouvoir pour ça. Ils sont pas C'est vraiment de l'ordre du pratique et de la nature des relations et des discussions qui peuvent avoir lieu entre les R et les fondateurs, en fait. Exactement. Pratiquement, on peut imaginer qu'il y en ait un qui vienne et qui soit à nos côtés, qui soit un advisor, et qui a un rôle. Mais juridiquement, ils ne sont pas associés. Ils n'en ont pas plus, pas moins que les investisseurs qui négocient. C'est de la négo, et voilà, un investisseur A va essayer d'imposer une valo. Les fondateurs vont dire non, ça nous convient pas. L'investisseur B va venir. Les investisseurs R peuvent backer l'investisseur B ou backer les fondateurs en disant bah non, ça ne nous convient pas. En réalité, le seul moment où l'investisseur R, il aurait intérêt à négocier, c'est pas tant à ce moment-là. En fait, nous, on vous a présenté les choses plutôt du point de vue des entrepreneurs. Je suis entrepreneur, je cherche X centaines de milliers d'euros en BSAR et je me fige ma valocap dans la tête et c'est ça que je vais présenter à mes investisseurs R. En fait, c'est à ce moment-là que l'investisseur R, il peut avoir sa négociation et c'est sur la valocap. Il va pouvoir dire ok, bah moi je veux bien investir en R, par contre ta valocap, je suis pas à l'aise avec et c'est ça que je vais négocier. Par contre, la valo du tour qui déclenche, honnêtement, à part avoir une espèce d'influence sur ou une bonne relation avec les fondateurs qui permettent de peser sur la discussion, il y a rien d'autre. Mais au passage, discuter de la valo cap, hein, et si on se met tous les deux, moi qui vais investir dans ta boîte, à discuter de la valo cap avec toi, ça va nous prendre 2 jours. Parce qu'en réalité, on discute de quelque chose qui va venir demain et qui reste, si c'est pas hypothétique, c'est potentiel. C'est quand même beaucoup plus simple de discuter d'une valocap, donc le target que nous avons, ou que nous aurons tous, plutôt que de discuter de la valeur réelle de la société aujourd'hui. Et encore une fois, comme on l'a vu précédemment, avec des groupes de business angels qui faisaient la pluie et le beau temps et qui nous imposaient des valorisations complètement folles. On n'est plus du tout sur ces bases-là. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'aller discuter de la valocap avec un investisseur R que de discuter d'une valorisation au moment M avec un investisseur qui veut rentrer dans le cadre d'une augmentation de capital ou un BA qui veut rentrer dans le cadre d'une augmentation de capital. Étant précisé qu'on discute en plus de la valo, mais aussi des conditions du pacte quand on fait une augmentation de capital, alors que dans le cadre du R, on ne discute que potentiellement de la valocap, on discute que de la valocap et on ne discute pas du pacte d'associés, puisqu'on va dire que vous rentrerez sur la base des mêmes conditions que les investisseurs qui rentreront autour de référence, donc lors de l'événement déclencheur. Et donc, ce seront obligatoirement des conditions positives, puisque si je projette une valorisation à 2,7 millions, 3 millions, et que j'envisage d'aller lever entre 800 et 1 million, on imagine que je vais faire entrer un investisseur professionnel, un VC. Et le VC, ben, on sait très bien, rentrera à des conditions de VC, et qui sont souvent des conditions préférentielles. Si le VC négocie des conditions préférentielles, ben, l'investisseur R bénéficiera de ces conditions également. Et donc, il sait que ça sera facile et que la négociation du pacte sera, ou en tout cas les droits qu'il aura dans le cadre du pacte seront des droits intéressants. Juste pour préciser ce que vient de dire Serge, ça c'est quand les investisseurs R font bien leur travail, qui négocient à l'avance le fait d'avoir les mêmes conditions que les investisseurs du tour qui va déclencher le BSR. Parce que la plupart du temps, les entrepreneurs vont plutôt vouloir faire en sorte que les investisseurs R ne bénéficient pas nécessairement de tous les super droits qu'ils vont accorder aux investisseurs qui vont payer très cher leurs actions lors du prochain tour. Donc ça, c'est la responsabilité de l'investisseur R de faire valoir ce qu'il veut au moment de son entrée au capital. Mais si toutefois l'investisseur R négocie justement des clauses du pacte d'associés en amont, le second pacte d'associés qui arrive après, à ce moment-là, ne balaye pas le truc. Si. En fait, ce que l'investisseur R peut négocier, c'est l'engagement des fondateurs de faire en sorte que quand le pacte sera fait au moment de la levée qui va entraîner la conversion du BSR, il y aura tel et tel droit et que moi, investisseur R, j'aurai le droit de bénéficier de tel ou tel droit. Mais c'est un engagement seulement que les entrepreneurs prennent. On va pas faire un pacte au moment du BSR et qui sera annulé par le pacte de la levée, en fait. C'est ça, les bonnes raisons qui ne sont pas associées. Ouais, exactement.
Donc il n'y a pas de pacte. Il peut y avoir cet engagement. Je vais être investisseur R et je me dis, et si jamais je ne suis pas d'accord avec, même si c'est à tout avantage, avec le VC prochain, si moi je ne suis pas d'accord sur une clause, n'importe laquelle, attention, machin, est-ce que moi j'ai le droit de... Là, ce sera une négociation. Ça sera une négociation, je veux dire quoi qu'en soit, et ça peut faire capoter le truc alors, avec un... Sinon, c'est un exemple, ça pourrait être... Après, beaucoup de choses peuvent se régler par la discussion. Sans compter que chaque fois qu'il y a un investissement et chaque fois qu'il y a une discussion, effectivement, il y a un pouvoir de négo, et il y a un pouvoir... et donc, ça ne crée pas plus ou moins de risques de voir quelqu'un réagir, ne pas être d'accord sur telle ou telle clause, que si on levait des fonds immédiatement, tu es associé. Donc déjà, on va négocier le pacte, puis on a un deuxième tour, et on va renégocier un nouveau pacte, et là, ton pouvoir quand même de entre guillemets, nuisance est presque plus fort, parce que tu veux pas signer le prochain pacte, t'ennuies vraiment tout le monde. Alors que là, tu veux pas signer, je pense qu'on aura les moyens de te convaincre, voire on n'a pas la problématique de savoir si le premier pacte va survivre, parce que tu ne voudrais pas signer le deuxième pacte, etc. Donc on n'a pas cette problématique-là. Mais cette question se pose aussi, juste pour conclure, avec un petit investisseur qui va arriver au moment du tour, qui veut mettre un ticket beaucoup plus faible que les VC, et qui va essayer d'avoir son mot à dire et d'essayer de gratter ses miettes. Après, c'est un arbitrage qui est fait. Et voilà. On va prendre une dernière question, et puis après, de toute façon, on pourra échanger autour d'un café. J'ai une question sur les enveloppes moyennes, en fait, que vous voyez, les enveloppes plus ou moins maximum aussi. Est-ce que le marché, entre guillemets, tolère, on va dire le marché, il tolère tout. En réalité, c'est plus moi en tant qu'entrepreneur, est-ce que je tolère d'avoir 20 investisseurs R qui me mettent 5 000 € et qui seront 20 associés au moment de la conversion du BSR. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, je pense que quand on recherche de l'argent, on prend aussi l'argent qui vient. Les tickets, ils sont assez variables. C'est souvent quand même autour de... on voit beaucoup de 20 000, 30 000, 50 000. Voilà, après on voit aussi des très petits tickets, et comme on en parlait tout à l'heure, quand des fonds parfois mettent des tickets, là ça peut être des centaines de milliers, mais c'est des opérations assez spécifiques. Juste un point là-dessus. En fait, je vais vous donner un petit truc quand même. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est compliqué quand même d'aller prendre 20 personnes qui mettent des tickets de 1000 pour lever en campagne de BSR 20 000 €. Alors c'est vrai, c'est problématique sur 2 points. Alors d'abord, 20 000 €, on ne fait pas grand-chose avec 20 000 €, même si c'est de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avoir 20 personnes qui deviendront associées demain, ou 40 personnes qui deviendront associées, c'est lourd. C'est lourd à gérer en termes de formalisme. Donc, dans la documentation du BSR, mais on peut en parler plus précisément lorsque on discute de mettre en place purement une campagne de BSR, mais on peut envisager, et il faut plutôt penser à mettre une clause au terme de laquelle, à première demande des fondateurs, des deux, ceux qui convertiront en R convertiront se réuniront dans une holding et convertiront au travers de la holding. Ça, c'est un moyen de vous prémunir d'avoir 45 personnes, parce qu'on est super ravis que vous vouliez tous investir dans l'application du dating pour chat, mais notre problématique, c'est après comment on gère à vous envoyer et à tenir le formalisme avec 50 personnes présentes aujourd'hui. C'est compliqué. Parce que c'est le formalisme et les négos. Surtout qu'on a déjà noté que quelqu'un voulait discuter de certaines clauses du pacte et n'était pas d'accord pour que nos droits de préemption, qui seraient pourtant tout à fait classiques, puissent être mis en œuvre. Vis-à-vis de l'investisseur, vis-à-vis de l'entrepreneur, écoutez, sur du BSR,
C'est très simple. En réalité, alors je vais en faire un petit peu plus long que ce qui était prévu. Bold a en fait changé le paradigme et le modèle applicable classiquement dans les cabinets d'affaires, puisque nous refusons de pratiquer le taux horaire. Pourquoi on refuse de pratiquer le taux horaire? C'est qu'on s'est quand même rendu compte avec l'expérience qu'il y a un désalignement complet entre l'intérêt de l'entrepreneur qui lui veut ses documents rapidement, ou en tous les cas mettre sa campagne ou lancer sa campagne rapidement et en payant le moins cher, évidemment, son conseil, et l'avocat qui, lui, s'il est payé au taux horaire, eh bien, a un intérêt à travailler un peu plus longtemps pour être payé ce qu'il considère être le juste prix. Et donc il y a un vrai désalignement qui se fait, mais c'est pas que sur l'UR, c'est sur toutes les opérations que ça marche comme ça. Donc chez Bold, on a décidé quelque chose de très simple. On a une offre maintenant qui est affichée. D'abord, on a une transparence tarifaire chez nous, puisque vous allez sur le site wearebold.co et vous trouvez nos tarifs, puisqu'on les affiche. Et donc on fonctionne très simplement. Soit on fonctionne en abonnement annuel illimité pour toutes les startups, et donc on propose un accompagnement global de la startup pendant 12 mois de façon illimitée. Et en fonction de son âge, en fonction de son avancée, l'abonnement va varier et part de 6 000 euros hors taxe il peut monter à beaucoup plus pour des boîtes qui seraient déjà en série A, série B, du moins à la taille de société en série A, série B. Et puis on a aussi pour des opérations occasionnelles ou ponctuelles, exemple le BSAR, vous venez nous voir pour une campagne de BSAR et vous ne souhaitez pas qu'on continue à travailler ensemble ou que l'on travaille d'ores et déjà dans le cadre d'un abonnement. Et on a un tarif unique qui est un spot à 2500 euros que l'on peut pratiquer. Étant précisé que si derrière on transforme en abonnement ou vous souhaitez qu'on passe en abonnement, on viendra travailler sur ou tenter d'intégrer le spot sur l'abonnement, parce que le BSAR, dans le cadre d'un abonnement, fait partie des missions que l'on remplit et que l'on intègre dans les abonnements. Parallèlement, il y a une troisième catégorie qui sont les opérations exceptionnelles. Vous venez nous voir pour faire une série A, vous venez nous voir pour faire une série B, vous venez nous voir pour faire un flip aux États-Unis ou en Angleterre. Non, en Angleterre, ça marche plus avec le Brexit. Mais en tout cas, vous venez nous voir pour revendre la boîte ou pour un contrôle fiscal, parce que ça arrive, un contrôle CNIL, un contrôle d'une administration qui pourrait nous sanctionner. Et dans ce cas-là, ce sont des opérations exceptionnelles. Et là encore, sur le site, vous trouvez nos tarifs affichés. Vous venez nous voir pour un contentieux, on discute et on forfaitise. L'idée pour nous, c'est de nous aligner et surtout de trouver toujours le terrain qui va être win-win pour tout le monde et qui va faire qu'on va tous pouvoir bosser ensemble. Juste une dernière précision là-dessus. Bold a vocation à intervenir auprès des entrepreneurs comme un véritable partenaire. En fait, c'est aussi ça ce qui change. On n'est pas des avocats sachants qui vont venir prendre votre dossier, le traiter de leur côté et puis vous donner les documents. Tenez, voilà, vous avez ceci à signer. Nous, on travaille avec vous, on travaille de concert, on travaille main dans la main. C'est beaucoup de boulot pour l'entrepreneur, mais en réalité, quand on regarde bien la part du juridique dans les projets, c'est quand même une part qui n'est pas une part négligeable. Et donc, notre idée est de vous accompagner, de vous aider sur cette partie, et vraiment en partenaire, main dans la main. Voilà globalement les spécificités et le fonctionnement de Bold. Notre objectif est d'être véritablement aligné avec les entrepreneurs. Alors, comme je vois qu'il y a du monde qu'on connaît et qu'on a déjà abonné ou avec lesquels on bosse, vous pourriez interroger des personnes qui sont dans ces catégories autour d'une viennoiserie ou d'un café si vous le souhaitez. Je vais vous donner la parole. Je vous remercie pour la... J'insiste sur le fait que si vous nous envoyez un mail, donc hello@wearebold.co, on vous envoie la presse, on vous envoie une notice s'il faut vous envoyer une notice, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous.